retour dans l'Africa Newsroom. Pape Kabo, Simon Tedga, John Haïté, Dossavi sont toujours avec nous. Et tout de suite, le grand angle. Près de 2 milliards de dollars, une manne financière perdue en raison des taxes imposées par les sociétés de transfert d'argent. L'Afrique représente en effet de loin la région où cela coûte cher d'envoyer des fonds aux proches restés au pays. En Afrique du Sud, en Tanzanie ou encore au Ghana, les frais atteignent même 20%. Les précisions de Siamlo, Victoria Sedji. L'Afrique subsaharienne est la région où les coûts des transferts d'argent sont les plus élevés, avec un coût moyen de 9,4% contre moins de 8% à l'échelle mondiale. C'est ce que révèle un rapport de la Banque mondiale qui estime que les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne ont cru de 11,4% pour atteindre 38 milliards de dollars en 2017. Si les autorités mettaient les efforts nécessaires, l'effort nécessaire pour diversifier les points de retrait, par exemple, on pourrait aisément imaginer que cela se passe aujourd'hui principalement ça se fait dans les banques, ça pourrait se faire dans les bureaux de poste, ça pourrait se faire chez certains commerçants de la place. Plus on diversifiera, plus ce flux d'argent vers les bénéficiaires augmentera. Les principaux destinataires des transferts d'argent étaient le Nigeria avec 21,9 milliards de dollars, le Sénégal 2,2 milliards de dollars et le Ghana 2,2 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, le coût moyen d'un transfert de 200 dollars était de 7,1% au premier trimestre 2018, alors qu'en Afrique subsaharienne, les transferts sont les plus onéreux. Ces facteurs limitent l'introduction de technologies, dont les applications en ligne, dans les services de transfert. Développer le e-transfert, soit par les réseaux classiques des banques, soit par d'autres opérateurs intervenant dans ce domaine. Et puis surtout, l'État doit jouer sur la taxation qu'il impose plutôt aux opérateurs de ce secteur en baissant les prix. Cela fera que les coûts de transfert puissent baisser. La région subsaharienne compte plusieurs pays où les envois de fonds représentent une part importante du produit intérieur brut, notamment le Libéria 27%, la Gambie 21% et les Comores 21%. En 2018, les transferts vers la région devraient progresser de 7% et s'établir à 41 milliards de dollars, toujours selon les prévisions de l'institution bancaire mondiale. Alors, cette problématique a été soulevée depuis de nombreuses années. On se souvient déjà début des années 2010, au G8, le G20 s'était un petit peu saisi du problème avec une volonté de fixer un plafonnement. Mais il n'en est rien. Comment l'Afrique peut participer enfin, en tout cas, est-ce que l'Afrique peut véritablement peser dans cela et comment se fait-il qu'il n'en ait voilà, aucune décision n'a pu être prise pour favoriser un petit peu le continent africain? Le système n'est pas nôtre. On a intégré ce système-là, on en profite pour justement pouvoir faire nos transferts. Avant, le système de transfert mis en place par les Western Union, les Wari et autres, c'était par le biais de la poste ou de la banque. Et ce système est devenu un système rapide. En principe, c'était pour des cas urgents. Il y a un décès, il y a un mariage, on n'était pas au courant. Une situation urgente qui fait qu'il faut envoyer très rapidement l'argent. C'est disons, à la demi-heure près, vous finissez votre transfert, la famille au Sénégal, au Gabon ou au Cameroun peut aller récupérer son argent et aller faire face à la dépense, par exemple, de santé. Un parent qui tombe malade. Au début, c'était ça le principe. Puisqu'il y avait urgence, les coûts de transfert étaient forcément plus élevés que les tarifs de la poste ou les tarifs des banques. C'était admis parce que ça permettait de faire face. Donc cette situation-là a perduré et c'est nous qui avons en fait continué à utiliser un système qui était mis en place pour parer à l'urgence et en faire un système normal. À partir de ce moment-là, on subit les contre-coups de la tarification qui était mise en place. Je crois aussi qu'il faut retenir que nos États sont très gourmands dans ces affaires parce que ce sont eux qui imposent
des taxes très élevées pour ces transferts parce que quand vous allez d'un opérateur à un autre, vous verrez tout de suite que le coût baisse. On le sait. Et je ne vais pas faire la pub de MoneyGram, mais c'est tout comme. Et je peux aussi vous dire qu'avec le transfert rapide, comme vous le dites tout à l'heure, avec Monnaie Mobile, je crois que c'est toujours le même système. Mais moi la question que je me pose, à quel niveau l'Afrique gagne? C'est ça. Une fois de plus, c'est un gros marché pour l'extérieur. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les... C'est dramatique, tout ça. Alors, comment nos hommes d'affaires laissent filer cet argent, excusez-moi le terme filer, parce que ça permet peut-être de comprendre tout de suite, l'argent, et pourquoi ils ne s'engagent pas à investir et être des concurrents assez mastodontes, quand même, qui sont difficiles à combattre sur ce terrain. Vous les avez appelés par leur véritable nom, ce sont des mastodontes. Vous imaginez, imaginez les sommes en jeu, elles sont colossales. C'est pourquoi, à un moment donné, nous avions impulsé une démarche en direction des chefs d'État africains pour leur dire que les sommes en jeu sont extrêmement importantes et qu'il y a un moyen pour réduire les coûts. Parce qu'aujourd'hui, s'attaquer à une baisse du prix des transferts, les opérateurs, s'ils s'y opposent, ils bloquent le système, on en pâtirait, certes. Mais quand même, il y a un moyen pour permettre à nos États de tirer leur épingle du jeu. Si vous prenez le cas du Sénégal, le gouvernement annonce 1000 milliards transférés par les migrants. Avec le taux annoncé ici de 9,4, 8 milliards CFA. Si vous prenez le taux qui est annoncé de 9,4%, donc ça voudrait dire que ces opérateurs ont brassé 94 millions de francs CFA. Ce qui est demandé aux États, c'est de taxer les frais de transfert. C'est de taxer les frais de transfert. Imaginez par exemple que ces frais de transfert soient taxés à hauteur de 20%, à hauteur d'un impôt. Voilà, 20% par exemple de ce coût de transfert. Pour le Sénégal, l'État sénégalais gagnerait environ une vingtaine de milliards sur les 94 milliards que ce pays prend. Là, le seul État qui a compris cela, c'est le président Alassane Ouattara, qui a commencé, mais avec le e-monnaie local. Exact. Voilà, qui a prévu de mettre en place une disposition pour taxer les opérations de transfert monétaire. Maintenant, on a eu un débat ici, la dernière fois, c'était de savoir est-ce qu'il ne va pas se tromper et taxer la somme envoyée. Parce qu'il s'agit ici de taxer les frais de transfert. Oui, tout à fait. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas se tromper. Voilà, la masse, c'est 1000 milliards. Si on prend encore le cas du Sénégal, c'est 1000 milliards de francs CFA envoyés au Sénégal, desquels les opérateurs perçoivent 94 milliards. Il s'agit de taxer les 94 milliards, que l'État y gagne un tout petit peu. Mais il ne s'agit pas de toucher au fonds, au maigre fonds que l'on envoie à nos familles très difficilement. Alors, aujourd'hui, les États n'ont aucun poids face aux sociétés de transfert d'argent. C'est cela que révèlent ces chiffres. Oui, mais je pense que nous sommes dans le privé. Je pense qu'il ne faut pas faire appel aux États à chaque fois. Ce sont des sociétés privées. Et on ne peut attendre que des sociétés africaines concurrentes. Ce n'est pas l'État qui va contrer MoneyGram ou SE Union ou je ne sais qui. Alors l'État peut par exemple intervenir pour casser par exemple les contrats d'exclusivité. Oui, l'État peut. Non, mais l'État peut, mais vraiment pour entrer dans le champ de cette affaire, il faut absolument que nos hommes d'affaires s'engagent également, investissent. Mais est-ce que l'État encourage ces investissements dans ce domaine? C'est là la question. Est-ce que l'État encourage? Non, il n'y a aucun encouragement, premièrement. D'autant plus que certains nombres d'entre eux, sont en deal, sont en bisbise. Comment voulez-vous? Aujourd'hui, vous imaginez que nous n'avons aucune plateforme en termes justement de la nouvelle technologie, que ce soit nos données, que ce soit tout ce qui est transfert à zéro sur un continent de plus de 1 milliard d'habitants, il y a un problème. Donc l'État peut beaucoup, attention, il ne faut vraiment pas sous-estimer le rôle de l'État. L'État peut beaucoup. Et d'ailleurs, c'est le devoir de l'État d'encourager cette nouvelle dynamique économique dans nos pays. Et aujourd'hui, si on prend la Corée, juste avec la nouvelle technologie, mais dis donc, son PIB dépasse plusieurs pays réunis en Afrique. On se rappelle seulement qu'en 1974, mais l'État du Cameroun
prêtait de l'argent à cette même Corée du Sud. Donc je crois bien sûr qu'on prend toujours beaucoup de retard en tout ce qui concerne le développement sur le plan endogène et sur le plan John, je vais vous dire, je vais te dire quelque chose, hein, permettez de tutoyer. Je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire semblant. Je pense que quand il faut investir dans la boisson, c'est-à-dire dans les brasseries, on trouve de l'argent. Quand il faut même investir dans le ciment, c'est pas mauvais du ciment, hein, parce que le bâti c'est important pour un pays, on trouve de l'argent. Mais quand il faut prendre des risques, que ce soit un risque industriel ou un risque financier, tu ne trouves pas nos hommes d'affaires. Voilà. C'est ça la vérité. Alors, pardon, mais il y a quand même des plateformes qui commencent à être mises en place. Il faut les encourager. Par exemple, la World Remit, qui essaye un petit peu de contourner finalement ces obstacles. Donc, mais encore une fois, il faut casser les contrats d'exclusivité. Il faut casser les contrats d'exclusivité, ce qui n'est pas... Mais il faut les remplacer après. Je pense qu'il faut les taxer. La solution, ça peut être la taxation des frais de transfert qui sont élevés. En les taxant, on les réduit et on permet à nos États de gagner. Parce qu'aujourd'hui, dans les transferts monétaires, par exemple, lorsque nous envoyons 100 € à un cousin ou un oncle qui est au village ou quelque part au Cameroun, à Dakar ou à Douala, à Abidjan ou que sais-je encore, ce cousin-là, des 100 € est délesté de 9,40 € de transfert. C'est beaucoup. Il reçoit donc 10,60 €. Donc, il s'agit de taxer. Si l'État taxe ces transferts, ces coûts de transfert, l'État récupère une partie que l'État pourra utiliser pour réaliser des infrastructures. Mais en fait, les privés, il ne faut pas s'attendre à ce que les privés fassent le très grand saut. Il y a par exemple un opérateur sénégalais qui vient de se lancer dans le domaine et qui a été éjecté il y a quoi, moins d'une dizaine de jours, me semble-t-il. Kabiru Mbodji, il s'appelle. Oui, mais qu'est-ce qu'il a commis comme erreur? Il a dû se tromper. Alors donc c'est l'État qui a... C'est l'État qui casse un contrat qui lui a été donné en faveur d'un autre. Enfin, d'un autre qui est étranger. Alors ça, c'est un problème politique. Mais, on y arrive toujours. Non, mais tout est politique. On arrive toujours à la gouvernance. Non, tout est question politique. Vous le savez très bien que même si vous voulez vendre de la tomate, l'État décide combien ça doit être comme pourcentage. Donc, ne se le leurrons pas ici. Il est extrêmement important que l'État encourage. Vous imaginez que vous êtes, comment dirais-je, un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Vous voulez monter votre boîte, vous ne pouvez même pas avoir un prêt à la banque. Comment voulez-vous justement créer des start-up pour la nouvelle technologie? Alors là, nous sommes vraiment à l'année des lumières des autres continents. Comment ces sociétés de transfert se justifient finalement de ces coûts plus élevés de transfert d'argent vers l'Afrique? Mais parce que c'est possible en Afrique. Oui. La réponse paraît évidente. Il faut bien justifier ces coûts-là. C'est parce qu'ils savent que nous n'avons pas... C'est pour ça que je parle de concurrence. Oui. Quand il n'y a pas de concurrence, il y a un monopole. C'est ça. Oui. C'est un monopole. Ils s'entendent, à mon avis. Certains justifient aussi ça de par, d'abord, le coût de l'entretien de tout ce qui s'articule autour de leur structure. Et au-delà de ça, bien sûr, il faut payer les plateformes. Il y a un certain nombre de... Donc, en gros, on est conscient que c'est une activité très ludique. Mais nous devons prendre conscience sur notre continent que nous ne pouvons pas laisser toujours les autres venus s'approprier des activités très ludiques. Et qui ne crée pas d'emploi en Afrique, quasiment pas. C'est une activité qui rapporte, et elle rapporte gros. Énormément. Et ces opérateurs ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Et tant qu'ils ne sont pas bousculés. Il faut que nos États prennent la pleine mesure de la chose et mettent au départ au moins une taxation sur les prix le coût des transferts pour au moins réduire les coûts. Nous continuerons de payer, mais nous aurons la satisfaction de savoir que ce que nous payons est imposé et que de cet impôt-là, l'État construira des lycées, des universités et éventuellement des hôpitaux. Parce qu'en fait, c'est une perversité. On est parti pour utiliser un outil qui était là pour parer à l'urgence, et on en a fait un outil de transfert normal. Non, ces instruments de transfert-là, ce ne sont pas des instruments de transfert normaux. Non. Ce sont des instruments de transfert d'urgence. En fait, lorsqu'on était en banque, c'était l'équivalent de ce que l'on faisait, ce que l'on appelait des transferts Telex. Des transferts Telex. C'est-à-dire que vous passez à l'agence le matin,
on vous reçoit l'argent, on envoie un telex au siège à Dakar et l'après-midi ou le lendemain, les parents pouvaient recevoir l'argent. Maintenant, c'était aussi les mandats cash à la poste. Et puis, c'était devenu le mandat, vous le faisiez le matin, l'après-midi ou le lendemain, la famille pouvait recevoir. Puis maintenant, après, les gens ont imaginé ces instruments-là, Western Union, MoneyGram et autres, qui font qu'ils ont des partenaires sur place, eux reçoivent l'argent ici et donnent l'ordre à leurs partenaires de décaisser et de donner aux destinataires les sommes qu'il fallait, et ils réglaient cela par un système de compense au niveau de leur comptabilité. Moi, j'ai toujours une question qui me trottine dans la tête. Le jour où, sincèrement, l'Afrique sera totalement indépendante de ces grands groupes, Western Union, MoneyGram, est-ce que ne va pas se poser la question de la gestion de cette nouvelle technologie? Est-ce que nous avons la main pour gérer? Est-ce que ça ne peut pas être torpillé par certains nombre de grands groupes, les hackers, par-ci, de-là? Donc, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pouvons, combien de temps va nous falloir, justement, pour arriver à être bons, maîtrisant ce système? C'est cette question. Est-ce qu'on est déjà sur le chemin? Alors, on est peut-être sur le chemin. On voit le mobile banking qui s'est beaucoup développé à partir de la Corne de l'Afrique. Donc, visiblement, il y a quand même une dynamique qui est absolument, mobile banking se développe beaucoup. Et ce que je voulais dire également, c'est que je pense que nous devons mettre un accent sur la formation. Nous ne formons pas assez nos jeunes pour ce type d'activité. On n'a pas assez d'écoles d'ingénieurs. Vous savez, pour que l'Inde devienne ce qu'elle est aujourd'hui, ils ont beaucoup investi sur les écoles d'ingénieurs. La Chine, c'est pareil. Nous investissons beaucoup pour les gens qui parlent du droit, pour les agrégés en droit, les gens qui occupent les télévisions tous les dimanches, qui parlent très bien français et qui malheureusement ne produisent rien qui puisse, par exemple, résoudre ce type de problème. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Non, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est avec la nouvelle... Vous imaginez Apple, un groupe juste qui fabrique des portables et autres, est la première capitalisation au monde. Donc ça, au moins, ça doit commencer par nous donner quelques idées. Et nous allons vers, disons, des marchés extrêmement difficiles. L'agriculture, on sait que c'est très difficile, mais il faut, aujourd'hui, quand on voit que même sur ce terrain, nous ne sommes pas compétitifs et que c'est d'autres qui viennent encore, mais j'avoue bien sûr qu'il faut réveiller nos politiques. La formation est très importante. Il faut réveiller nos politiques parce que ce sont eux qui doivent donner cette impulsion pour qu'on aille justement à un véritable développement ou prémisse de développement de ce continent. C'est un vrai gisement d'emploi, tout ça. C'est vraiment... J'adhère à votre plaidoyer. C'est le choix des priorités d'investissement. Investir dans des formations qui rapportent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les métiers du TIC, aujourd'hui, ce sont des métiers qui génèrent énormément de capitaux et aussi de la sécurité. Ceux qui gèrent ton information, aujourd'hui, tous nos fichiers, cartes d'identité, ressources, etc., sont gérés ailleurs, pas dans le continent, pour la plupart du temps. Et ça pose un véritable problème. Dépendance. Très bien. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous couper, mais l'heure presse et on va marquer une courte pause. Restez avec nous à tout de suite.